Je suis lanceur de javelot, étudiant kiné à l'IFMK de Reims, donc pas loin d'ici, du Creps. Je fais du javelot depuis une dizaine d'années, sérieusement je dirais. Avant ça, j'ai fait tous les sports possibles. Mes deux parents sont profs de PS, ce qui fait que j'ai pu essayer beaucoup de sports comme le judo, le golf, le handball, le basket. J'ai vraiment touché à tout avant de me préciser dans le javelot. J'ai fini par faire pas mal de compétitions internationales, de gagner des titres de champion de France et d'avoir des médailles internationales. Donc c'est là-dedans que je m'épanouis depuis 8 ans au niveau international. Bah justement, je suis passé du coup par beaucoup de sports. D'abord, mon premier amour a plutôt été le handball. En fait, j'ai fait un stage pour constituer l'équipe de France jeune en 3e. À ce moment-là, je faisais déjà du javelot, mais je m'entraînais à peine une fois par semaine, même pas. Et je préférais le handball. Et en fait, c'est à la fin de cette année-là où j'ai commencé à avoir des gros résultats aussi au javelot, où du coup je me suis dit que j'allais m'y mettre plus sérieusement. Et pendant 2-3 ans, j'ai fait les deux. En fait, je faisais du handball et du javelot. Et puis en 2014, je me qualifie pour les Jeux Olympiques jeunes en Chine, où je ressors gagnant. Donc je suis champion olympique jeune en 2014 et là je commence à me dire qu'il va falloir que je fasse un choix. Et 2-3 mois plus tard, j'ai décidé d'arrêter le handball. J'étais en même temps au pôle espoir hand d'ici, en fait, au Creps encore, c'est un peu ma deuxième maison. Et donc du coup j'ai décidé d'arrêter et de me concentrer exclusivement sur le javelot. Et puis voilà quoi, je suis passé de à peine un entraînement par semaine à des fois 3 par jour suivant la saison et la période de prépa. Donc voilà, je me suis tourné comme ça vers le javelot. Alors mon père était donc prof de PS comme je disais et il a été prof en STAPS. Donc je l'ai toujours entendu parler du sport universitaire. Quand j'étais au lycée, je faisais beaucoup du NSS, donc c'était plutôt logique de poursuivre sur des compétitions au niveau universitaire. J'ai toujours suivi les universiades en espérant pouvoir un jour y participer. Et c'est sur toutes ces bases-là que j'ai pu connaître le sport U et que j'ai commencé du coup cette année sur les championnats de France universitaires. Alors les temps d'entraînement c'est vraiment modulable et ça dépend du moment de la saison. Il y a des périodes par exemple en novembre où là on va faire le gros du travail, où je vais faire des semaines où je m'entraîne autour de 6 heures par jour, donc c'est des semaines qui sont épuisantes. On peut pas tenir ça très longtemps parce que sinon on est en surentraînement et c'est clairement pas le but. Et puis j'ai quand même mes études à côté, donc j'ai plusieurs choses à gérer. Donc voilà, il y a cette période-là où on est entre 2 et 6 heures de sport par jour, donc de 2 à 3 entraînements, à l'été où on va être plutôt entre 1 et 2 avec parfois des jours de repos pour créer un effet rebond pour les compètes, pour que la forme remonte et qu'on soit dans les meilleures conditions pour pouvoir compétitionner. Ouais, c'était la condition sine qua non pour prétendre aux universiades, donc j'étais content de pouvoir ouvrir ma saison sur cette compétition-là, surtout que je sortais d'une saison difficile l'année dernière, où je visais les Jeux Olympiques et où j'ai chopé la mononucléose autour de décembre-janvier, ce qui m'a complètement en fait, détruit ma saison. Elle a duré à peu près 10 mois, j'ai été plutôt tranquille à partir de octobre. Et depuis octobre, ça a été un travail assez acharné pour pouvoir me remettre en forme en fait, parce que j'étais épuisé tout le temps quoi.
épuisé, des blessures qui arrivent alors que d'habitude je suis assez en santé. Donc ça a été le gros boulot et la reprise de la compétition s'est faite au France universitaire avec une perf qui était une perf correcte de rentrée et en plus de ça un titre universitaire qui donc valide une nouvelle saison où les attentes pourront être à nouveau hautes et normales puisque j'ai un corps qui est de retour en santé. Oui, plus ou moins, comme tout autre championnat. En fait, la principale différence entre des championnats et des meetings, par exemple, ça va être que sur un championnat, la performance est en général anecdotique et que le but, c'est la place. Voilà, je préfère faire premier 10 mètres en dessous de mon record que être à mon record et faire 8e, forcément. Le plus important, voilà, c'est vraiment de monter sur le podium ou de gagner. Et la performance reste toujours en plus à la merci des conditions climatiques. Nous, on est vraiment influencé par le vent, par la pluie. Donc c'est des choses qu'on ne maîtrise pas, on peut pas toujours faire avec. On fait ce qu'on peut et donc c'est pour ça que vraiment sur des championnats, la performance c'est juste du bonus, quoi. Sur ce championnat, je reprends avec 69 et des poussières, je ne sais plus exactement, ce qui était du coup une performance correcte. Mon record c'est 78,53, donc on était assez loin, mais sur une compétition hivernale, 2 reprises, comme je disais, post-mononucléose, c'était correct, sachant qu'il y avait un vent qui était vraiment compliqué, il était très latéral. Les javelots se prenaient des baffes dès qu'ils sortaient de nos mains, donc non, la performance était satisfaisante. C'est sûr qu'il y avait mon petit frère dans la compétition. C'est notre première compétition où on était dans la même catégorie. Donc c'était assez rigolo. Il y avait Samuel Coulot aussi, avec que je connais depuis au moins 10 ans. De l'athlé, on a été dans la même classe au lycée. Donc c'était sympa de refaire des compétitions avec lui. On avait fait des compétitions en UNSS en seconde ensemble. Donc ça nous replongeait un peu dans les années lycée, c'était marrant. Et il y avait aussi Lenny Brissot qui s'entraîne dans le sud, qui est dans un pôle athlé dans le sud et avec qui je suis assez proche aussi parce qu'on se voit sur des compétitions, sur des stages depuis maintenant longtemps. On est allé un peu partout dans le monde aussi ensemble, notamment en Afrique du Sud sur des stages. Donc c'est toujours sympa de faire des compétitions et de partager des moments comme ça avec des proches. Le poids c'est 800 grammes et la taille c'est 2,60 m. La difficulté du javelot c'est vraiment pas justement la masse de l'objet, c'est sa forme. Le plus compliqué c'est d'être sur un geste maximal. Donc un javelot ça part autour de 200 km/h pour les pros. On est sur un sprint de 25-30 mètres où il faut s'arrêter sur un seul appui pour donner de l'énergie jusqu'à l'épaule. Et il faut une grosse élasticité, donc c'est éminemment technique et c'est forcément très compliqué d'arriver à tout mettre en même temps et de lancer le javelot la façon la plus aérodynamique possible. L'énorme difficulté du javelot, c'est vraiment sa forme. Avant, non. Parce que je mange pas McDo la veille, quoi, mais l'alimentation, ça se joue sur toute l'année. Hein. Il y a des proverbes qui disent qu'on est en compétition ce qu'on a mangé sur les 6 dernières semaines. Donc c'est évidemment éviter tout sucre. Moi, j'ai pas forcément besoin d'avoir un gros apport de féculents. Le mythe du sportif qui mange que des pâtes, pour les sports explosifs comme les miens, c'est pas utile. Des sports de fond, eux, ils en ont besoin, ils vont les brûler. Nous, on va pas du tout taper dans nos glucides.
parce que notre effort il dure 5 secondes et c'est tout, donc c'est beaucoup de légumes. Ouais, je suis sportif de haut niveau donc sur les listes ministérielles depuis 2014. Au niveau des études et du sport, c'est très compliqué en France d'arriver à faire les deux. Il y a des pays comme la Pologne, l'Allemagne et évidemment les États-Unis, que tout le monde connaît leur régime, qui ont une facilité, qui facilite la vie des sportifs de haut niveau et qui leur permettent d'être dans les meilleures conditions possibles. Nous, on est clairement dans un système où c'est de la débrouille, pour être honnête. Mon école fait ce qu'elle peut avec ce que lui permet l'administration française, c'est-à-dire que j'ai pu aménager mes années en 2 ans. Donc ça c'est d'une aide énorme parce que j'ai fait mes premières années de cursus universitaire en 1 an et au niveau scolaire ça allait, mais au niveau sportif j'arrivais brûlé en juin parce que ça prend de l'énergie d'être étudiant et sportif de haut niveau. Ce qui va être compliqué, c'est de partir sur des grosses compétitions, par exemple en même temps que des partiels. Ça, c'est le cauchemar de tout sportif de haut niveau. Cette année, c'est plus ou moins le cas pour moi. Malheureusement, il fallait que je sois opérationnel en forme sur le mois de mai alors que j'avais mes partiels en plein milieu et j'ai les championnats de France élite qui sont dernière semaine de juin et j'ai des partiels dans la même semaine. Donc voilà, le problème c'est que on est dans le cœur du problème des sportifs de haut niveau étudiants en France, c'est qu'il y a une flexibilité qui est très faible et qui ne permet pas toujours de pouvoir se préparer normalement. On est vraiment à la merci du calendrier et la seule flexibilité, je dirais, entre guillemets, qui est déjà qui m'aide déjà énormément, je ne pourrais pas faire sans, clairement, c'est de pouvoir dédoubler mes années. Et heureusement que je peux faire ça, vraiment, c'est un grand merci à l'IFMK de me permettre de pouvoir faire ça. Mais si on doit se comparer aux autres pays, c'est encore précaire. Déjà, ramener de l'ambition sur du sport scolaire que j'avais plus ou moins perdu depuis le lycée. Au lycée, j'étais en section athlétisme, donc on avait toujours des bonnes ambitions de faire des grosses places sur des championnats de France par équipe, ce genre de choses. Mais c'est quelque chose qui me manquait là-dessus, surtout ayant des parents profs. Donc pouvoir avoir à nouveau des opportunités de championnats nationaux et internationaux en sport universitaire, ça fait plaisir et c'est quelque chose que j'ai hâte de la saison prochaine pour pouvoir à nouveau prétendre aux universiades. J'ai jamais eu d'idole dans le sport. J'ai apprécié beaucoup de sportifs différents. Des personnages comme Jonny Wilkinson par exemple qui ont été d'une précision et d'un acharnement au travail pendant des dizaines d'années. Des mecs comme Renaud Lavillenie qui sont capables de porter le sport français au plus haut. Je suis un passionné de sport, quel que soit le sport en général. Et il y a beaucoup de sportifs que j'apprécie, mais j'ai jamais eu d'idole ou de modèle. Cette saison, donc, les championnats de France élite, où j'espère reprendre mon titre de champion de France que j'ai laissé passer l'année dernière dû à la maladie, et à plus long terme, les Jeux de Paris, qui seront sûrement le point le plus important de ma carrière. C'est compliqué d'en garder un. Ils ont forcément tous une saveur différente.
Mais le titre en Chine pour les Jeux Olympiques jeunes était tellement hallucinant. J'avais 16 ans, c'était ma deuxième sélection seulement, je suis le plus jeune de la compétition. Il y avait 27 000 personnes dans le stade le soir de la finale. C'était complètement hallucinant, j'étais pas du tout pressenti pour faire podium. Et je suis troisième jusqu'au dernier essai où j'arrache la victoire au dernier. Donc c'était forcément quelque chose d'incroyable, je touchais plus terre, quoi. Et faire les choses au dernier essai, c'est toujours plus beau parce que ça garde le suspense. Et jusque-là, voilà, en 2017, je fais troisième au championnat d'Europe junior. Et j'étais pareil, j'étais quatrième jusqu'au dernier essai et je passe sur la boîte au dernier justement. Donc c'est des médailles qui ont encore plus de saveur quand ça se joue jusqu'à la fin. Je peux vous raconter mon premier contrôle antidopage. Donc j'avais 16 ans, j'étais au JO jeunes et je m'étais très bien entendu avec deux beach volleyeurs, deux Arnaud d'ailleurs, et Kevin Meyer qui était là en tant qu'ambassadeur. Et ils étaient là le soir de ma finale, dans les tribunes. La finale se déroule très bien pour moi et Kevin nous dit bah, écoutez, on va aller fêter la médaille à son hôtel parce que nous on était dans ce village olympique et on n'avait pas forcément pu beaucoup sortir, donc on est forcément content, on va fêter ça, donc on est dans sa chambre et puis on se boit une petite coupe de champagne, on rigole, on parle et jusqu'à, je sais pas, il devait être autour de minuit, 1h et ça faisait au moins 3 heures que tous les coachs me cherchaient parce que j'avais contrôle antidopage et que du coup bah, ils se disaient oula, si il rate le contrôle, c'est quand même mauvais, quoi. C'est pas bon du tout, donc ils stressaient, ils avaient dû appeler Kevin au moins une dizaine de fois, ils savaient pas du tout où j'étais. Surtout que j'étais encore mineur à l'époque, donc forcément un mineur où on sait pas où il est, on est en Chine, je comprends leur détresse. Donc voilà, Kevin nous dit ça, il devient blanc, on se dit oula, on trace au village en taxi et on se dépêche et j'avais très envie de passer au bocal, donc j'avais la vessie pleine, quoi. Et le problème, c'est qu'il y avait une attente interminable parce qu'ils étaient en train de tester je sais pas combien d'athlètes et qu'il n'y avait pas assez de salles disponibles. Et donc j'ai dû patienter pendant ce qui m'a semblé une éternité avec tout le champagne qui voulait redescendre pendant que j'attendais le contrôle. Ce qui a duré des plombs parce qu'en plus, il faut savoir qu'on remplit des formulaires et que ça doit être à la lettre près, tout exact, pour éviter tous les vices de forme. Parce qu'il y en a qui vont par exemple être pris et qui vont dire bah oui mais non, là, dans cette case-là ça marche pas, donc vice de procédure. Ils se trompent, les agents chinois qui s'occupaient de l'administratif se trompent entre mon nom et mon prénom, donc on a dû tout recommencer. Là je commençais à bouillir, à me dire je ne tiendrai pas. Et on finit par rentrer, donc là ça prend encore des heures parce qu'en gros il y a plein d'étapes sur un contrôle antidopage qui sont toutes très procédurières évidemment, où il faut choisir le bocal dans lequel on va faire, vérifier que tous les numéros de série concordent, enfin, je vous passe tous les détails. Ça commençait à être très difficile pour moi. Et je finis par pouvoir y aller, je reviens, on re-remplit des formulaires. Et la médecin me dit « Ah, je suis pas sûr qu'il y ait assez de densité, va peut-être falloir recommencer ». Dans ces cas-là, ça m'est déjà arrivé plus tard, moi, de ne pas avoir envie et de rester à peu près 3 heures parce qu'on n'a pas envie, parce qu'il faut une quantité minimale, il faut une densité, j'ai oublié exactement la densité qu'il faut, mais c'est une densité minimale pour qu'il puisse analyser. Et j'ai eu la chance que la densité soit suffisante, mais après le test qui a duré au moins 5 minutes, c'était les 5 minutes les plus longues alors que c'était déjà long avant. Et j'ai pas eu à attendre encore un paquet d'heures dans la salle. Avec plaisir.